13h sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Voici pour vous le sommaire. Le projet dénommé The Live, une initiative de la Direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral, démarré le 21 juillet 2022 à Cotonou, a connu son épilogue ce week-end. C'est un projet qui vise à aider les artistes à se spécialiser dans la production du live sur scène. Les détails dans un instant. À suivre également dans cette édition les analyses du consultant politique Agapit Napoléon Maforican, deux sujets majeurs abordés sur le décryptage, l'interdiction des activités paramilitaires sur le campus d'Abomey-Calavi et celui relatif au renouvellement de la classe politique béninoise. En fin d'édition, on s'intéresse aux conséquences néfastes liées à la consommation du cube et autres bouillons sur la santé, un magazine que nous propose Télia Padono. Voilà pour le sommaire. À nouveau, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce journal de la mi-journée. La direction départementale du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral a organisé du 21 au 23 juillet les journées portes ouvertes de la musique en live. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé The Live, un projet qui vise à aider les artistes à se spécialiser dans ce type de production sur scène afin d'être mieux apprécié du public. La dernière soirée a connu la participation d'une pléthore d'artistes. Suivons ce compte-rendu de Angèle Toboula et Estelle Vichuedo. C'est dans cette belle ambiance qu'a pris fin ce 23 juillet 2022 les journées portes ouvertes du live béninois. 3 longues journées qui ont permis aux artistes de se découvrir et de faire exploser leur capacité à chanter avec un orchestre et également subir les caprices d'un public. Le live que beaucoup de chanteurs redoutent au vu de sa complexité. Mais dans cette société évolutive, le playback a montré ses limites et il fallait agir, d'où le projet de live. Nous avons organisé cette journée porte ouverte pour promouvoir la musique live, surtout pour des artistes qui veulent bien s'exprimer en live, parce qu'on a senti aujourd'hui que le playback domine notre pays, où ça se passe dans les bars, où vous voyez les artistes, les affiches dans les bars et tout. Mais aujourd'hui, nous avons décidé quand même de ramener ces jeunes à venir au live, parce qu'on dit le live, c'est difficile. Le live, c'est difficile et on n'a pas les moyens, tout ça. Mais venez d'abord. Venez découvrir. Si tu ne viens pas quelque part, tu ne sauras pas. Et le concept n'a pas été boudé par le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts. À travers sa direction départementale Atlantique Littoral, le projet a tout de suite été soutenu et les retombées se verront dès les soirées de l'indépendance, confie Jean-Marie Aninglé. Aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faut quand même essayer de les accompagner. Et l'initiative de notre frère Mbati est vraiment noble. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour pouvoir les accompagner. Et il faut qu'on fasse tout possible pour que nos artistes ne soient pas seulement des artistes locaux, mais plutôt des artistes internationaux. Et là, comme ça nous permettra, dans la mesure du possible, de rendre vraiment professionnel ce secteur. Parce que les artistes aujourd'hui ne vivent pas de leur art, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas également de leur faute, c'est parce que le système n'est pas mis en place. Mais je pense qu'avec ce projet, nous allons pouvoir nous en sortir, ils vont s'exercer. Et comme je l'ai dit, vous avez vu, le chef de l'État a dit que pour la fête de l'indépendance, sur toute l'étendue du territoire, il y aura du spectacle. Et aucun artiste ne pourra faire du playback. Si quelqu'un fait du playback, ça veut dire qu'il ne pourra pas prester ce jour-là. Nous voulons faire que du live, c'est l'initiative du gouvernement et nous pensons qu'autant que nous sommes, nous devons faire l'effort dessus pour permettre à nos artistes, à l'international, d'être vraiment efficaces. Les artistes conviés à la sauce témoignent de l'intérêt majeur de cette initiative. C'est journée porte ouverte du projet The Live. Au fait, ce projet, nous sommes en train de piloter ça. Ça fait un moment et le coordonnateur, M. Rumpati Augustin,
a décidé que cela se concrétise. Nous faisons partie de ces artistes qui ont cru en lui et qui l'accompagnent dans le projet. Beaucoup ne font plus du live, alors que le live est à encourager. Donc nous qui aimons le live, l'accompagnons dans le projet The Live. C'est une soirée réussie. C'est magnifique parce que de nos jours, on voit que les artistes d'aujourd'hui ne s'adonnent plus au live. Et c'est le playback qui est sur le terrain. Donc le projet The Live est là pour... c'est pas pour interdire le playback, mais on a accepté le playback, mais le live d'abord. La soirée s'est achevée sur des airs connus et fredonnés en chœur par un public totalement dans l'extase. Je vous invite à suivre à présent le condensé des différents plateaux de votre émission. Dimanche, c'est politique de ce dimanche 24 juillet. Entre autres sujets majeurs abordés, l'ascension du professeur Joseph Djogbeno à la présidence de l'Union progressiste et la décision relative à la mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques en République du Bénin. L'échiquier politique béninois connaît depuis peu une recomposition de certains de ses acteurs. Une génération de jeunes sont appelés à diriger des formations politiques, comme le cas à l'Union progressiste. Dans ce contexte-ci, à quoi doit-on s'attendre? Le changement n'est-il pas brusque? Et quels sont les défis de cette génération actuelle? Autant d'interrogations auxquelles le politologue Dr Gilles Goï, reçu sur l'entretien de ce dimanche, apporte quelques clarifications. Je connais ces barons, je connais ces dinosaures suffisamment fins et suffisamment délicats pour penser qu'on les a chassés. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait des mécontentements dans la mesure où l'Union progressiste est un grand parti et qui s'est toujours caractérisé par les concertations périodiques, par les échanges, par une communication agissante, mais connaissant, n'est-ce pas, la façon de travailler des gens qui l'animent. Non, je ne pense pas qu'il y ait des frustrations. Nulle part au monde, aucun départ n'a jamais été joyeux. Parfois, c'est nécessaire. Il n'y a jamais d'accouchement sans douleur. Et à l'Union progressiste, les gens n'ont pas vocation à être éternellement populaires. À cet instant, s'il y a des mécontentements dû à ce qui s'est passé à la tête de l'Union progressiste, ces mécontentements ne seront qu'éphémères, sans aucun impact négatif sur la résolution du parti à se maintenir. Il n'y a donc pas matière à penser que l'ancienne classe politique n'a plus son rôle à jouer dans l'animation de la vie politique au Bénin. Mais il importe également de laisser la jeune génération faire ses preuves, pense l'invité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, moi, je suis sûr que les jeunes vont faire bien et ils ont intérêt à même faire mieux que les anciens pour mériter la confiance placée en eux par la réforme du système partisan qui prône et qui œuvre au rajeunissement de la classe politique. Et ils ont l'obligation de réussir. Cette ascension du professeur Joseph Djogbeno à l'Union progressiste a été également évoquée par les débatteurs du plateau de l'hebdo des éditorialistes. Les perspectives sont-elles bonnes? Les invités se justifient. Lorsque cette République a besoin de lui ailleurs, il faut qu'il réponde. Et moi, j'ai trouvé que, en le mettant à la tête de l'Union progressiste, c'est montrer en réalité que la jeunesse a de la valeur. Et que cette jeunesse, cette valeur qu'elle a, il faut continuer de la promouvoir. Pour moi, tout de suite là, oui, il est appelé pour une noble mission. N'oublions pas que les élections législatives sont en vue. 2023 est en vue et le cri de cœur aujourd'hui des partis de l'opposition, c'est que ces élections soient véritablement ouvertes. Et donc, il faut maintenir la dynamique. La dynamique, il faut déjà réorganiser. Quand on lit qui veut aller loin, mais là, ça monture. Et donc, au niveau de l'Union progressiste, je vois ça comme ça. C'est important, en tant que formation politique, qu'on sache véritablement faire les calculs nécessaires, parce qu'après tout, on va à une compétition et il faut forcément quelqu'un pour conduire l'équipe à la compétition. Et donc, cette personne doit pouvoir quand même avoir une certaine qualité. La réforme relative à la mise en œuvre des registres communaux des personnes physiques a été également débattue. Le Conseil des ministres a donné a défini trois finalités fondamentales qui consistent à la mise à jour du registre national des personnes physiques, à l'attribution d'un numéro personnel
d'identification et à la reconstitution de l'état civil des personnes. Moi, je pense que c'est normal parce que lorsque l'État est dans son rôle régalien de pouvoir sécuriser et sa population. Oui, il faut saluer cette réforme-là parce que ça permet à notre pays, le Bénin, donc de s'aligner derrière ces nations qui travaillent pour la monétisation des données. Le développement d'un pays passe d'abord par la maîtrise, n'est-ce pas, de la population. Et vous voyez, vous êtes d'accord avec moi quand aujourd'hui vous avez besoin de cette pièce-là pour justifier de certaines choses, aller établir d'autres actes. On appelle donc le certificat de résidence ou bien l'attestation de résidence. Et il vous suffit simplement de rentrer chez un chef quartier et de dire que bon voilà, je suis à tel niveau rapidement, on vous délivre cet acte-là. Alors, vous voyez, quand c'est comme ça, on ne sait pas qui rentre et qui sort. Sur le plateau du duel, entre autres sujets abordés, l'interdiction des activités paramilitaires à l'université d'Abomey-Calavi, un sujet sur lequel les positions sont allées selon la coloration des invités. Permettez-moi d'abord de condamner ce communiqué. Vous savez, les organisations estudiantines ont ce qu'on appelle la cellule de maintien d'ordre. Je vous le dis à haute et intelligible voix, qu'il n'y a aucune organisation sur le campus qui menace notre vivre ensemble. Bien au contraire. Je suis aussi un défenseur des droits des étudiants, mais une fois encore, je voudrais être concret. Lorsqu'on fait la balance et que les dérives dépassent les prouesses, il est de bon ton qu'on se soit. Vous venez de suivre un élément signé Aziz Adam Soulé. Sur le décryptage de ce dimanche, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur deux sujets majeurs. Il s'agit de l'interdiction des activités paramilitaires sur le campus d'Abomey-Calavi et le gouvernement. Toutes mes excuses, chers téléspectateurs, il s'agit de l'interdiction, des activités paramilitaires sur le campus d'Abomey-Calavi par le gouvernement et le sujet relatif au renouvellement de la classe politique béninoise. Suivons le compte-rendu que nous en fait Melvina Chabi. Dans un communiqué en date du 21 juillet 2022, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, interdit désormais sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi toute activité paramilitaire des associations estudiantines. Une décision que beaucoup ont très tôt qualifiée d'arbitraire. Sur le décryptage de ce dimanche, le sujet a été évoqué avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Il se pose, selon l'analyse politique, un problème d'appropriation de la question patriotique, déplore-t-il. Je trouve qu'il y a un gros problème d'appropriation du patriotisme et de la question même des droits de l'homme. L'université n'est pas un État dans un État. L'université ne saurait développer des aptitudes en dehors du profil sécuritaire national ou du profil global du développement. Il ne saurait en être autrement dans la mesure où les étudiants qui sont formés aujourd'hui sont les leaders de demain. Je trouve qu'il y a un gros problème d'appropriation de la question patriotique et surtout des défis sécuritaires, surtout ceux actuels. Et si on avait travaillé le discernement, et si on comprenait réellement le rôle de l'étudiant, qui n'est pas encore le fonctionnaire, qui n'est pas encore le salarié, c'est un étudiant, c'est un apprenant, mais qui développe des activités secondaires, complémentaires, ils peuvent. Mais à partir du moment où ces groupes deviennent des menaces pour d'autres, à partir du moment où ils ne peuvent pas s'entendre, à partir du moment où ils ne peuvent plus parler de la même voix, ça pose un gros problème. C'est là le problème des fêtières. Mais à partir du moment où il y a plusieurs fêtières, il peut y avoir plusieurs sons de cloche. Déjà dans une fêtière, c'est pas évident. Il y a des courants, il y a des clans. Alors quand il y en a plusieurs, donc vous voyez. Donc il devrait être quelque chose de soft, de simple, de doux, est devenu maintenant pratiquement une milice, une réelle menace à la sécurité des étudiants et à la vie universitaire. Et là, on n'est plus dans la liberté, on est dans les dérives de la liberté, on est dans les dérives du libertinage, on est dans les dérives de liberté et on ne peut pas, aucun État sérieux ne peut le tolérer. Aucun État sérieux ne peut tolérer de tels comportements dans ce haut-lieu du savoir. Des comportements qui ne sont pas de nature à garantir la paix et la sécurité, renchérit Agapit Napoléon Maforican. L'État a donc pris ses responsabilités et il importe de s'y conformer. Est-ce que les gens ne savent pas qu'un État comme celui-là, on ne peut pas mettre en place des milices? Surtout avec ce qu'on a connu en 2019, 2020, 2021 dans le pays, on ne peut pas permettre que ces mouvements-là prospèrent à l'université. C'est là que je pense que l'État a joué son rôle. C'est sûr que l'État avait le regard là-dessus. Et au moment où il faut dire,
l'État a frappé du poing sur la table. Donc, moi, je pense que... Ils sont dans leur rôle. Mais, ouais, le conseiller n'est pas le payeur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a pour rôle d'assurer la sécurité et l'autre a pour rôle de critiquer, de parler, de produire des rapports. Et qu'on ne raconte pas un certain nombre de choses inappropriées. On ne peut pas dénier à l'État de faire ce qu'il vient de faire. C'est le minimum à faire et que les étudiants se mettent un peu à jour et comprennent qu'ils sont en train d'être paramétrés pour diriger le pays demain. Et il doit avoir des postures de responsables et non des postures un peu, je mets entre griffes, de délinquants. Au chapitre politique, le sujet relatif au renouvellement de la classe politique n'a pas également échappé à l'analyse du consultant politique. À l'étape actuelle, peut-on parler de rajeunissement au vu de ceux-là qui s'installent progressivement? La réponse a été sans équivoque. Je pense que les nôtres, beaucoup ont besoin de se cultiver, de beaucoup se cultiver, d'aller dans l'histoire et de comprendre ce qui se passe avant de parler de certaines choses. Regardez, lorsque Gorbatchev, en 1985, est appelé à prendre l'association du Parti communiste et de l'Union de la République socialiste soviétique, à la mort de Tchernenko, il avait 51 ans. On a dit que mais ça c'est extraordinaire, un jeune à la tête du soviet, à la tête du Parti soviétique. C'est-à-dire que pour l'Europe, pour partout, c'est un jeune. Et qui peut être porteur de changement. Et ça n'a pas raté. À 51 ans. Alors, 51 ans, c'est jeune. Job Benoît en a 53. Donc, il est vieux ou il est jeune? C'est vraiment la question. Donc, c'est dire que ça dépend d'où on vient. Le président de l'UP, quand vous le regardez aujourd'hui, c'est qui? C'est Job Benoît, Talata et Bélanchi. Vous faites la moyenne d'âge, vous retrouvez tous les 55 ans. Avant, c'était qui? Amoussou, Nago, Idi Kololé. Regardez, là, on est déjà dans les 70. Dans les 70, oui. Alors, c'est ça. Quand vous regardez tout ça, qui le dirige aujourd'hui? Qui était-il il y a 10 ans? On ne doit pas un homme politique. C'est cela, le rajeunissement et le rafraîchissement. Pour moi, il y a eu rajeunissement. Par les indicateurs que je viens d'énumérer, il y a eu rafraîchissement par ailleurs. Et c'est ça qui donne à la mutation tout son charme, tout son sens. Voilà. Cela était dans l'anonymat avant. Et ça doit changer, effectivement. Il faut que ça circule. L'alternance, c'est cela. Il faut permettre aussi à d'autres. Cela, c'est qui? Ils ne sont pas venus de nulle part. C'est des députés ou des maires. C'est des élus. On s'intéresse pour finir à ce magazine qui renseigne sur les conséquences sanitaires liées à la consommation des cubes vendus sur le marché. C'est une production de Stélia Padono. Ils sont devenus incontournables dans l'art culinaire béninois. Que ce soit pour assaisonner la viande, le poisson et même cuire certains repas, les bouillons cubes ou encore les exhausteurs de goût font leur entrée dans la liste des ingrédients. Ils existent et se commercialisent depuis les années 1900 sous des formes bien variées, aux multiples saveurs, crevettes, poulets, oignons et autres, restauratrices, vendeuses de repas au coin de la rue et femmes de ménage peuvent en toute liberté faire leur choix. Marché d'Antokpa de Cotonou, grand marché de l'Afrique de l'Ouest, lieu par excellence où sont convoyés par jour des centaines de cartons de cubes, toutes marques confondues. Déversés aux grossistes et vendus par la suite aux revendeuses, le prix varie rarement et est de 25 francs l'unité. Quelquefois, on en trouve 2 pour le même prix. Conservés dans des emballages attrayants, slogan à l'appui, les clients sont invités à s'en procurer. Mais en réalité, de quoi sont composés ces additifs alimentaires très prisés par les Béninois? Sur Internet, la consommation de ces produits est quasiment interdite dans la plupart des articles parcourus. Raison évoquée, les produits entrant dans la fabrication des bouillons d'assaisonnement. Des substances chimiques qui seraient nuisibles à l'organisme et source de plusieurs maladies. Le glutamate de sodium, c'est le plus controversé des additifs contenus dans les bouillons cubes. Le glutamate opère comme le ferait n'importe quelle drogue sur le cerveau. L'autre produit à polémique contenu dans les cubes
le sel. Pour la nutritionniste diététiste Fidèle Runkpati Zongbobo, les répercussions de la consommation effrénée de ces bouillons et autres produits alimentaires sur la santé humaine sont déjà perceptibles. Dans nos hôpitaux, les cas de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète sont en nette propension. Le plus alarmant, des enfants de 5 à 10 ans sont en grand nombre porteurs de ces différentes maladies. Vous n'êtes pas sans savoir que dans ces bouillons, il y a des additifs. Il y a le gunyalate, il y a l'inosidate, disodique, dans ces bouillons qui sont contre-indiqués pour la santé. Et en consommant ces bouillons, nous nous exposons aux maladies cardiovasculaires, à l'hypertension artérielle, au diabète, c'est-à-dire les maladies non transmissibles. Et de plus en plus, nous constatons un taux élevé, une prévalence beaucoup plus élevée de ces maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que nous consommons beaucoup plus ces bouillons, ces cubes. Dans un seul carré de cubes, ce qu'il y a dedans qui est contre-indiqué pour l'organisme humain, si la population pouvait être informée, pouvait le savoir, ils ne vont pas accepter consommer ces bouillons cubes. Il y a également le sel dans ces bouillons cubes. Et ces additifs sont contre-indiqués pour la santé de l'être humain. Le cube blanc en grain, là, extrêmement dangereux pour la consommation. La seule et l'unique chose que nous recommandons que ce cube blanc peut faire, c'est de laver le derrière des ustensiles. Il y a certains ustensiles qui sont noirs, les femmes veulent laver ça. Ça ne peut servir qu'à ça. Sinon, le cube blanc est extrêmement dangereux, je dirais même mortel pour la santé. Peut-être en consommant, vous ne réalisez pas que c'est mortel. Mais des années plus tard, ce que ça vous donne, c'est une tragédie, le cube blanc. C'est mortel. Avec l'avènement des bouillons cubes et au fil des années, les Béninoises ont rangé au placard les astuces de grand-mère, à savoir l'usage des crevettes, poissons séchés, fruités, des produits qui font et continuent de faire office de bouillon dans la gastronomie béninoise. Il faut recourir aux bouillons produits localement, c'est ce que proposent les experts. Ce qu'il faut surtout faire, c'est de commencer par remplacer progressivement ces bouillons aux fines herbes, les feuilles de menthe, le persil, le romarin, ces fines herbes-là. Nous pouvons même faire ça à la maison. Quand je prends le persil, le gingembre, les arêtes des poissons, les arêtes des poissons de la mer, je prends par exemple dorade, je prends brochet, je prends le bar, ça c'est des arêtes. Je prends les épices en même temps sont des antioxydants. Et ces antioxydants c'est quoi? Nous avons l'ail, nous avons l'oignon, nous avons le curcuma, nous avons le clou de girofle, nous avons le gingembre, nous avons le persil. Et vous mettez ça sur le poisson avec quelques pincées de sel, vous verrez que le poisson même est juteux. Ça produit du bon goût. Et vous laissez tiédir, et c'est cette eau maintenant que vous allez prendre pour lier votre sauce. Naturellement, vous avez obtenu du bon bouillon naturel. Au Bénin, des efforts se font ces dernières années, que ce soit pour produire la tomate concentrée ou des bouillons cubes. C'est dans ce sillage que Chantal Lokosu, titulaire d'une licence en agronomie, s'est investie depuis peu dans la production de bouillons. Nonougan, c'est sa marque de fabrique. Ce n'est pas facile pour elle de concurrencer les autres. Toutefois, elle reste convaincue qu'avec le temps, elle se fera une place. J'ai eu l'opportunité de passer un bon moment dans un milieu où les gens ne consomment pas les bouillons de cube. C'était à Djimo, c'est une ville d'Éthiopie. Pour tout ce moment, j'ai eu à cuisiner sans l'utilisation des bouillons de cube. Et quand je suis revenue, j'aimerais aider la population béninoise. Si vous êtes en train de faire quelque chose, il faut que vous soyez positif. Je ne suis pas négative, ça va aller quand même. Je suis sûre qu'avec le temps, ça va aller. Mais en attendant, les bouillons cubes commercialisés jusque-là se font la guerre. Et ce, sous le regard silencieux des dirigeants à divers niveaux, malgré les multiples conséquences de ces produits sur la santé humaine.
Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous avez la possibilité de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et également via notre application iOS et Android eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.